Bonjour à tous, je suis Marie-Robert. Je vais un petit peu me présenter, je vais vous raconter pourquoi on est là et de quelle manière et ce dont on va se parler aujourd'hui. Je laisse quelques secondes à peine, le temps que vous arriviez, mais nous sommes là pour un cycle Love and Green. Un cycle sincèrement fabuleux. Je crois que j'aurais pu assister à l'intégralité des conférences, hormis la mienne, bien entendu, auquel j'assiste par essence. Un cycle passionnant qui va vraiment interroger, et peut-être que vous avez déjà participé à certaines des conférences, mais qui vont aller chercher, interroger ce que nous avons dans notre rapport à la féminité. Et par féminité, c'est pas seulement la vision effectivement de la femme avec un grand F, mais tout ce qui nous traverse, toutes les émotions qui nous traversent, toute la perception en fait que nous pouvons avoir du corps, du temps, de notre cycle. Donc je remercie avant de commencer infiniment les équipes de Love and Green et toute l'organisation d'avoir permis de construire cette semaine avec tellement de cohérence et tellement de contenu. Donc je suis infiniment ravie d'y participer et de mettre, j'espère, un petit fragment dans cette jolie perspective. Donc Love and Green pour le lancement effectivement de leur culotte menstruelle. Et j'en profite également, puisque nous sommes dans l'intimité, pour dire que ces culottes menstruelles, pour ma part, m'ont complètement changé l'existence de confort et de à quel point c'est agréable de pouvoir en bénéficier. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie, je m'appelle Marie Robert et dans la vie, j'ai plusieurs casquettes. Je dis toujours que j'ai plusieurs casquettes, j'ai plusieurs métiers, j'ai plusieurs approches. Je ne sais pas exactement si on doit dire métier, si on doit dire pratique, peu importe. La toute première, c'est que je suis professeure de philosophie. Alors, je ne sais pas quel est votre souvenir de la philo lorsque vous étiez en terminale. J'espère en tout cas, s'il était contrarié, j'espère ce soir vous réconcilier, vous montrer que la philosophie ne parle pas d'autre chose que de nous. Donc, j'ai été professeure de philosophie, d'abord à la fac, puis au lycée. Et puis, deuxième casquette, je suis remontée, parce que en fait, c'était formidable d'avoir des grands élèves. C'était passionnant que d'avoir des lycéens. Mais je sentais une forme de frustration à l'idée de ne pas pouvoir les avoir eus un peu plus tôt. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ici sont mamans ou sont enseignantes ou sont en tout cas dans un métier de transmission ou pratiquent un métier de transmission. Mais ce qui avait été frustrant, c'était de ne pas pouvoir les avoir eus un tout petit peu plus jeunes. Et c'est comme ça que l'aventure m'a menée à créer des écoles Montessori. Alors passer du professeur devant son estrade qui fait un cours magistral devant 180 élèves à la fac à entrepreneur qui crée des écoles, alors créer des écoles, c'est ça a l'air formidable quand on dit, mais en fait il y a beaucoup, comme tout entrepreneuriat et comme tout projet, bah, évidemment il y a des choses, et ce sont des montagnes russes, hein, il y a des moments de doute vertigineux, il y a des soirs de larmes, il y a tout un tas de choses qui nous fait pas mal, qui nous font pas mal paniquer. Donc, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pas uniquement pour me présenter et pour raconter ma vie, mais c'est aussi pour vous montrer à quel point la question de l'écoute de soi que nous allons traiter ce soir est une question que je me pose chaque jour, donc je suis ravie de la partager à vos côtés. Donc, professeure, créatrice d'école Montessori, j'en ai maintenant quatre, une à Marseille, deux à Paris, une à Clichy. Et puis la troisième casquette, qui continue hein, à tisser ce fil particulier et ce fil indispensable pour moi que celui de la transmission. Eh bien, la dernière casquette, c'est d'écrire des livres, de poster sur Instagram tous les jours 2000 signes, de faire des podcasts, de participer à des conférences avec toujours le même objectif. Et j'espère vraiment de tout mon cœur, de toutes mes forces, vous donner ça ce soir, modestement, mais permettre de faire ce que j'ai appelé ce pas de côté, mais ce pas de côté, on peut lui donner n'importe quel terme, c'est-à-dire ce mouvement de recul qui va juste nous permettre d'interroger un peu ce qu'on vit, d'interroger notre quotidien, de nous questionner, d'analyser, de mettre les mains dans le cambouis de l'être. Donc ce que je vous propose dans ce moment hein, qui participe à cette semaine, à tout ce cycle Love and Green, c'est pendant, on va aller passer 55 minutes ensemble. C'est passer 55 minutes en dehors du bruit du monde.
c'est s'autoriser pendant, que ce soit que vous nous regardiez en direct ou que ce soit en replay, c'est s'autoriser à se mettre un peu à l'écart et d'interroger une notion. Quand on m'a proposé, je me suis dit, non, quand on a parlé de ce cycle avec, les organisatrices, je me suis dit: «Mais moi, j'ai envie de parler de l'écoute de soi». C'est un mot qu'on entend beaucoup. Ça fait la une, de tellement de livres, de magazines, prendre du temps pour soi. Et très sincèrement, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais être complètement honnête, j'ai toujours eu du mal à saisir ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que c'est prendre du temps pour soi? Quand on est, passionné par, son métier, quand on a une famille, quand on a une vie très occupée, quand on n'est pas passionné par son métier mais qu'on doit bosser, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire aller boire un café toute seule? Qu'est-ce que ça signifie en fait que cette expression? Donc j'étais vraiment en quête de comprendre ce que pouvait vouloir dire prendre du temps pour soi, qui sous-entend la question de s'écouter. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie d'interroger avec vous, envie de questionner, envie de voir, à quoi ça peut correspondre. Et moi, comme mon métier, bah, évidemment, c'est faire de la philo. Alors encore une fois, rassurez-vous, pas du tout de la philo, éprouvante, en tout cas j'espère pas, ni de la philo rébarbative, mais c'est d'aller plonger dans l'histoire de la pensée. Parce que tous nos comportements que nous avons aujourd'hui, que nous avons en ce 12 mai, à 18h36, eh bien, en fait, on les a hérités de quelque part. On n'est pas devenus ce que nous sommes, même si c'est, d'ailleurs inconscient, on n'est pas devenus ce que nous sommes, ex nihilo, mais au contraire, on est, héritier d'une histoire. Donc c'est cette histoire que je vais vous présenter dès à présent, que je vais essayer d'interroger à vos côtés. Évidemment, n'hésitez pas à poser des questions, à m'arrêter, à me dire: «Marie, ce n'est pas clair», ou alors, à témoigner de ce dont, ce que vous traversez. Ça m'évitera d'avoir l'impression de parler juste, à ma webcam, donc n'hésitez pas à intervenir. Je garde le petit onglet, discussion, ouvert si vous avez la moindre question à poser et je suis absolument ravie de passer ce moment avec vous. Alors, pour commencer à interroger la question, de l'écoute de soi, il faut en fait passer, avant toute chose, par la singulière question du temps. Parce qu'en fait, s'écouter, et on va essayer de décortiquer ensemble l'expression, et bien finalement s'écouter, ça veut dire prendre le temps de s'écouter. C'est pour ça que les deux sont particulièrement liés. Et donc, s'écouter, c'est réussir à ne pas être happé par l'accélération du temps. Or, on va essayer d'être un tout petit peu, honnête ce soir. Prenez un instant pour répondre honnêtement à ces questions. Combien de fois cette semaine vous vous êtes senti en retard? Combien de fois, je sais pas, vous avez regardé votre montre au fil de la journée en vous disant: «Oh là là, attends, non, je vais être en retard, non, ça a pas le temps, non, attends, oh là là, merde, il faut que j'avance, oh là», pris dans cette panique du retard. Combien de fois vous avez pensé, à ce que vous aviez à faire au cours d'une réunion? Ou peut-être encore pire, combien de fois vous avez pensé à un dossier urgent, au travail pendant, vous dîniez avec votre amoureux, avec vos amis ou avec vos enfants? Je pourrais prendre des milliers d'exemples et vous poser des centaines de questions. Je pourrais même vous demander combien de fois vous avez négligé votre corps. Combien de fois vous vous êtes dit: «Non, bah, là, je vais pas prendre rendez-vous, chez le médecin parce que là, vraiment, ma semaine est beaucoup trop chargée, donc j'ai pas le temps d'y aller». Je pourrais vous en poser plein de ce type de questions. Mais vous avez, je crois, compris le constat majeur, c'est que notre vie est en accéléré. C'est le paradigme de la modernité, c'est-à-dire que c'est l'exemple même de la modernité. Nous sommes absolument partout, mais nulle part. C'est-à-dire que, et on va vraiment, on va vraiment essayer de le questionner, hein, parce que je crois qu'on est absolument tous concernés. L'idée, c'est toujours, de faire un peu plus vite, d'être sans cesse dans l'immédiateté. Et d'ailleurs, quand c'est pas immédiat, ça nous énerve, ça nous agace. Et non seulement nous, mais les autres autour de nous. Quand on n'a pas répondu au mail ou au texto dans la minute, bah, on se sent déjà en retard. Et donc, on est obligé de jongler au quotidien, dans notre vie, en permanence, avec des tas de calendriers. On jongle avec notre calendrier intime, y compris d'ailleurs le calendrier de nos cycles, hein,
pour le meilleur et pour le pire. On jongle avec un calendrier professionnel, on jongle avec un calendrier scolaire, pour certaines qui ont des enfants, avec un calendrier, avec le calendrier de la vie moderne, avec tout un tas de multicouches de calendrier. Ce qui fait que le rythme de notre existence devient encore plus rapide qu'un TGV, en permanence. Et d'ailleurs, on passe notre temps à dire: «Oh là là, mais qu'est-ce que le temps passe vite!» Et ce qu'il y a de curieux, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter aussi ce soir, c'est que pendant bien longtemps, on a cru que l'évolution technique, alors avoir des machines qui font à notre place, avoir, par machine, ça passe de la révolution industrielle à avoir un lave-linge ou alors à avoir un téléphone, ça allait nous permettre de gagner du temps. Et cette croyance-là de on va gagner du temps. Donc la promesse de la modernité, c'était justement de toutes les tâches les plus ingrates seraient faites, seraient prises en charge et permettraient de gagner du temps pour se libérer du temps libre, pour se libérer du temps où on allait pouvoir être dans l'écoute, dans le plaisir, dans la possibilité de jouir de l'existence. Et cette croyance était très très présente en Occident, notamment dans l'après-guerre, hein. C'était vraiment une promesse, c'était même, on n'a pas le temps d'en parler ce soir parce que sinon il va falloir vraiment me couper à 22 heures, mais était très, très, marquée, notamment, dans les publicités, hein, de l'après-guerre. Et bien, force est de constater que ça n'a pas du tout été réalisé. Force est de constater qu'au lieu de profiter du temps libre, au contraire, c'est même l'inverse qui s'est produit. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, mais il y a eu une étude IFOP passionnante qui est parue il y a 2 ans. Alors, peut-être que c'est un tout petit peu différent avec la transformation des pratiques et du télétravail et du confinement, etc., suite à la crise sanitaire. Mais cette étude IFOP montrait une chose, il y avait un panel d'individus interrogés, c'était un panel vraiment important. Je me méfie parfois des statistiques, mais là, le panel était important. Et ils étaient interrogés et on leur demandait de quoi, il manquait le plus. Et évidemment, vous vous doutez de la réponse. Ben, qu'est-ce que les gens répondaient en premier lieu? C'était qu'il manquait de temps. Donc il y a quelque chose du rapport insensé. C'est-à-dire on a l'impression de manquer de temps, alors qu'au contraire, nous sommes toujours de plus en plus équipés d'appareils qui effectuent des tâches à notre place et qui nous permettent d'en gagner. C'est tout l'exemple même quand on conduit, quand on vit dans une grande ville, hein. La voiture est censée nous faire gagner du temps et bien pour autant la plupart des fois, on se retrouve dans les embouteillages, ou à chercher une place, ou à être pris dans encore plus de retard. Donc finalement, il y a, il y a cette idée que on arrive malgré ce constat qui peut paraître un peu, tragique, mais vous allez voir, il y a une perspective d'évolution, mais il faut déjà que je dresse le panorama de la situation dans laquelle on vit. Eh bien, on essaye de se convaincre que cette accélération, alors peut-être un tout petit peu moins, je vous disais depuis la crise sanitaire, mais on essaye de se convaincre que cette frénésie, eh bien, elle est positive. Qu'en fait, manquer de temps, ça devient un mode de vie. Et au fond, quand je vous disais, par exemple, qu'on néglige les rendez-vous médicaux, eh bien, en fait, pour plein de gens, c'est tout à fait normal de les négliger, pas parce qu'enfin, c'est normal. C'est-à-dire que oui, bah oui, on le fera quand on aura du temps. Et donc on repousse et on repousse tout un tas de choses et on repousse tellement, et on va le voir tout à l'heure, qu'on finit par ne plus du tout écouter. C'est même pas qu'on prend du temps pour soi, c'est que non seulement on n'écoute pas, mais en plus de pas écouter, on met vraiment un casque et un casque anti-bruit pour vraiment retenir aucun des signaux ne soit émis. On arrive même à se dire qu'au contraire, la réussite, c'est l'empowerment, c'est la puissance, c'est faire toujours plus et que la réussite appartient aux gens qui se lèvent tôt, et cetera, et cetera. C'est-à-dire qu'on a construit en fait, c'est comme pour accepter cette frénésie, et ben, on a construit plein de croyances, plein de récits pour normaliser cette frénésie et en plus pour la justifier, pour dire: «Bah non, mais c'est comme ça qu'on vit bien, c'est justement dans cette frénésie». Sauf que, bah oui, évidemment, il y a un mais, non seulement il y a un mais c'est peut-être un mais que vous vivez vous totalement. Sauf qu'on se rend bien compte que ce rythme effréné, il a de très lourdes conséquences.
il abîme notre santé, il abîme nos familles, il abîme nos couples, il modifie en fait profondément notre rapport à l'existence. Alors vous allez me dire, ben, du coup, pour modifier cette accélération, peut-être qu'il suffit de ralentir. Ça, c'est quelque chose qu'on a énormément entendu ces dernières années, le ralentir. Donc, alors on est passé par tous les domaines, hein, la slow food, la slow education, ra plein de titres, plutôt teintés développement personnel autour du ralentissement. Alors c'est intéressant évidemment et on va aujourd'hui le questionner, mais je ne sais pas vous, mais moi je sais même pas par où ça commence de ralentir. Je sais même pas comment on fait, comment ça se passe. Est-ce que ça veut dire que alors moi je me réveille sans réveil, mais est-ce que ça veut dire que quand je me réveille, je dois, bah non, me forcer à me rendormir? Vous voyez, je caricature, mais c'est vraiment se dire: «Mais à quoi ça correspond?» Parce que est-ce que c'est pas une autre injonction que de nous culpabiliser en disant: «Ah bah, en plus de tout, tu ralentis pas». Donc au lieu de ralentir face à cette accélération, moi ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer de comprendre. Plutôt que de ralentir, c'est de comprendre cette accélération, de la comprendre profondément pour voir à quoi elle fait écho chez nous et comment retrouver notre rythme. Parce que c'est la clé, effectivement, pour regagner ces temps d'écoute si précieux. Alors, la toute première personne à parler d'accélération, à vraiment en faire un objet philosophique, parce que tout le monde s'en est pas forcément aperçu, et comme je vous le dis, ça a été très accepté. C'est un philosophe allemand. Alors le texte est un peu ardu, mais vraiment, vraiment, je vous recommande la lecture. C'est une lecture passionnante, même s'il faut passer par certaines étapes. Justement, il ne faut pas être dans l'immédiateté de la compréhension, mais c'est un texte passionnant d'un philosophe allemand qui s'appelle Hartmut Rosa. Et il a tout simplement écrit un livre qui s'appelle Accélération. Donc vous voyez qu'on est au cœur du sujet. Et dans ce texte, Accélération, il souligne, il va un peu plus loin que le constat que je viens de faire rapidement en introduction, il souligne à quel point aujourd'hui tout va vite. Et croyez-moi, en tant que directrice d'école, je le vois bien, la seule obsession des parents, pas la seule, mais en tout cas une obsession importante, c'est non mais à quel âge il va apprendre à lire? Comme s'il y avait une urgence d'absolument apprendre à lire avant le CP. Alors en l'occurrence, c'est peut tout à fait être le cas et tant mieux si c'est le cas et si ça correspond au rythme de l'enfant. Mais il y a vraiment cette exigence que tout aille vite. On voyage plus vite, on travaille plus vite en chevauchant, des tâches, on mange plus vite, on séduit plus vite, multitasking, fast-food, speed dating, ça devient vraiment une valeur clé. Pourtant, comme je le disais, tous ces gains apparents vont avec le sentiment de ne plus avoir une minute à soi. Donc, pour Hartmut Rosa, l'accélération, c'est ce qui symbolise notre modernité. Si dans 200 ans, il y a un truc à retenir dans les livres d'histoire de la période que nous vivons, alors sans doute il y aurait d'autres événements, mais en termes de notions, en termes de concepts, pour lui, c'est l'accélération. Encore plus que l'individualisation, encore plus que la domestication de la nature par l'homme, encore plus que la division du travail. Pour Hartmut Rosa, ce qui fait de nous des individus postmodernes, c'est l'accélération. Et alors, il distingue 3 types d'accélération. Et vous allez voir que c'est important parce que c'est important de vous dire, mais quel type d'accélération moi je vis dans votre vie? Qu'est-ce qui fait écho? La toute première accélération qu'il identifie, c'est celle du vécu individuel. C'est-à-dire qu'au fond, individuellement, alors je vous dis, il y a le quotidien qui va très vite, mais on traverse aussi des choses beaucoup plus vite. On a du mal à penser la carrière sur 40 ans, on pense des missions, on pense des tâches, on a du mal à envisager le couple pour toute la vie. Et c'est pas que négatif, pour le meilleur et pour le pire. On a du mal à se dire, quand je sais pas, on veut que les choses aillent vite, passent vite. Quand on commence à apprendre quelque chose de nouveau, et moi je le vois très bien en philo, parce que la philo, c'est l'apprentissage du temps long. Et ben la philo, c'est difficile, donc c'est difficile de se dire, on a envie d'apprendre très très vite quand on apprend une langue, quand on fait un régime, ou quand on change, faire un régime, pas forcément pour perdre du poids, mais dans un changement alimentaire. On a envie de voir des résultats tout de suite.
Donc à l'échelle individuelle, on vit cette accélération. L'autre type d'accélération, je vous en parlais au début, c'est l'accélération technique. On passe de version de l'iPhone à la version de l'iPhone de plus en plus élaborée. Il n'y a pas que l'iPhone. Tous les logiciels proposent des mises à jour sur des temps de plus en plus courts. Et ensuite, le changement, l'accélération du changement social et culturel. C'est-à-dire que beaucoup, on est en réaction euh, et en transformation plus qu'en profondeur. Il donne une anecdote qui m'amuse toujours beaucoup et qui pour moi est très très symbolique dans le texte de Rosa. Il dit: il s'est écoulé 38 ans entre l'invention du poste de radio à la fin du 19e siècle et sa diffusion à 50 millions d'appareils, tandis que ça n'a pris que 4 ans pour la connexion à Internet. 38 ans d'un côté, 4 ans de l'autre. Donc, effectivement, vous l'avez saisi, tout va plus vite. On change de métier, on change de conjoint, on change d'orientation politique, on est flexible, on change de lieu, on change de tout. Le problème dans tout ça, c'est que, comme je l'évoquais, on a cru que c'était libérateur, mais en fait, ça met de plus en plus en péril nos existences. Et plus grave encore, alors je ne sais pas du tout comment vous le ressentez, non seulement ça met en péril nos existences, ça met en péril nos corps, et peut-être encore plus compliqué, ça, ça, ça aggrave même la possibilité de construire une action politique, une action sociétale de qualité. Parce que l'accélération, tout simplement, c'est amusant d'ailleurs comme phénomène, c'est interpellant. On a tellement accéléré qu'on s'est pétrifié. Et je ne sais pas si ça vous fait ça. L'idée est simple, c'est qu'à force d'aller trop vite, bah, en fait, on ne fait plus rien. C'est comme quand on a plein de dossiers à traiter sur son bureau, on a tellement de trucs à faire, on a une to-do list qui est tellement sans fin, on ne sait pas par où commencer. Et donc, on a presque ce mouvement du corps qui fait qu'en fait, on n'a plus envie d'ouvrir aucun dossier. On est figé. Le vertige du, du temps qui fuse, qui va dans tous les sens, a fini par immobiliser l'homme. A fini vraiment par nous sécher, par nous pétrifier. C'est-à-dire qu'on est tellement surmené qu'on devient désœuvré sur le plan existentiel. Vous voyez, c'est vraiment l'idée que c'est allé tellement vite et qu'on n'arrive pas à infuser. Je ne sais pas si vous voyez, c'est comme quand on a plein de nouvelles, quand on reçoit plein de notifications, quand on a tellement de stimuli dans tous les sens qu'on n'arrive plus à en intégrer aucun. Donc, c'est là où on perd le sens. On ne sait plus où on est, on ne sait plus qui on est complètement à côté de la plaque et donc, in fine, bah, on est contre-productif. Et tout le problème, même quand on ne s'en rend pas toujours compte, c'est que personne n'échappe aux effets de l'accélération. Ça touche à la fois la vie personnelle, ça touche la vie sociale. Alors sur le plan personnel, peut-être que c'est une chose que vous ressentez. Ça m'intéresserait d'ailleurs d'avoir vos témoignages. À l'échelle individuelle, c'est le stress, tout simplement. Le stress quotidien. C'est l'anxiété. C'est-à-dire que le sentiment qu'il y a une menace, alors qu'en fait, il n'y a pas de menace, c'est juste qu'en fait, on développe des troubles de l'anxiété et donc ça se ressent physiquement dans l'accélération du rythme cardiaque, dans parfois la dilatation des pupilles, dans le dysfonctionnement de certains organes, y compris d'ailleurs dans les problématiques de cycle, avec des règles qui disparaissent parce qu'en fait, le corps n'arrive pas à gérer le cycle. Donc stress, anxiété, donc avec une traduction physique très forte, hyperactivité. Ah bah, il y a tellement de stimuli que nos neurones, elles savent plus où aller, ils savent plus du tout où ils sont. Et à l'inverse, on peut aussi dépression et évidemment burn-out dans beaucoup de circonstances, notamment dans la circonstance professionnelle. Donc en fait, finalement, c'est comme si toutes nos identités, à force d'être juxtaposées, à force de vivre que du changement, que de la transformation, que de l'imprévu, eh bien en fait, on ne peut plus avoir de projet.
Donc à l'échelle individuelle, ça correspond aussi à la perte de sens. On est beaucoup, beaucoup à traverser. Mais comment trouver du sens si je ne comprends pas la signification, si je ne sais pas où je vais et si je ne sais pas trop qui je suis? Et en plus, si mon corps, il m'envoie des décharges dans tous les sens de signaux contraires. Donc ça, c'est à l'échelle individuelle. Et à l'échelle de la société, à quoi ça correspond? On le voit très bien, c'est qu'on cumule des discours de crise. La multiplication des politiques d'urgence et on multiplie du réactionnel, réactionnel, réactionnel. Au lieu d'être dans l'action, on est dans la réaction. Donc difficile, avec un tel constat, difficile de construire quelque chose. C'est difficile de se sentir aligné quand on ne sait pas qui on est, quand on a 1000 trucs à gérer, quand on a 50 000 stimuli. C'est difficile de construire une société quand finalement il y a tellement de changements, tellement de transformations, tellement de décisions contraires qu'on n'a pas le temps de les intégrer les unes aux autres. C'est difficile de lire une information quand on reçoit des centaines de notifications. Donc vous voyez le problème, en fait, le constat que fait Rosa, c'est vraiment que l'accélération a entravé notre capacité de vision. Notre capacité à justement, c'est ce dont je parlais en vous disant on va sortir pendant 1 heure, pendant 55 minutes en dehors du bruit du monde. Et bien justement, l'accélération, elle ne nous permet pas ça. C'est très rare de se poser pendant 1 heure et d'écouter quelqu'un parler de concepts philosophiques. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent, moi c'est ce que j'ai la chance de faire ce métier-là, mais c'est très rare d'avoir la possibilité de s'octroyer la possibilité de laisser justement, que ce soit de la philo ou que ce soit d'ailleurs tout cycle de conférences, de laisser vraiment infuser les choses dans notre vie intime comme dans notre vie professionnelle. Donc vous l'avez compris, le livre d'Arnaud Trozat est formidable, mais te fout un peu le cafard. Heureusement, il y a un second livre dont je vais vous parler à la fin qui s'appelle Résonance et qui lui est plus lumineux et propose une autre perspective. Mais je voulais passer par ce constat parce qu'avant de dire il faut ralentir, c'est quand même dire on est dans une société qui ne nous propose pas du tout de le faire. Donc évidemment, qui n'est pas bâtie pour qu'on puisse ralentir. Donc c'est comme avoir encore une fois de plus des injonctions contradictoires en fait, de dire ah il faut ralentir, oui mais on est dans une société qui accélère. Et donc justement, comment faire? Est-ce qu'on est condamné? Est-ce que on peut fermer ce Zoom en se disant: «Non mais ça y est, tout est fini, tout va trop vite»? Bien sûr que non, vous vous en doutez. On passe à une partie où je vais essayer d'être un peu plus, optimiste et de vous donner, d'autres regards pour justement essayer de résister à cette accélération. Alors d'abord, ce qui est intéressant et c'est presque une expérience que je voudrais vous proposer, c'est de prêter attention, vous qui êtes en train de m'écouter, à votre rapport au temps. Comment vous concevez le temps? Est-ce que vous vivez le temps uniquement comme une gestion de planning et d'agenda? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes uniquement dans votre Google Agenda, dans votre contrôle des minutes? Là, vous vous dites, ah tiens, il reste 30 minutes avant la fin de la conférence, donc ensuite peut-être que je vais préparer le repas, ou peut-être que d'ailleurs, pendant que vous m'écoutez, vous êtes en train de faire des textos, et de tac, 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 chose où vous avez parfaitement le droit, hein, ma parole n'est pas du tout sacrée, mais est-ce que vous êtes dans une gestion du temps très scientifique, c'est-à-dire le temps des montres, ou est-ce que vous avez un rapport au temps différent? Pourquoi je vous pose cette question? Et je vais vous demander de vous exercer à faire la différence, parce qu'il y a un autre philosophe, qui lui n'est moins un philosophe contemporain, un philosophe du 19e siècle, qui s'appelle Henri Bergson, peut-être que certaines le connaissent de nous, philosophe français. Henri Bergson, lui, fait une distinction qui me semble extrêmement pertinente et extrêmement précieuse quand on commence à parler d'écoute de soi. Il oppose 2 types de temps. D'abord, le temps de la science. Le temps de la science, c'est le temps des montres. Si là, je fais passer 60 secondes, bah, OK, c'est chronométré. C'est pas une question de Marie, ton temps précis, c'est une question de, voilà, où que je sois, je fais passer ces 60 secondes, je peux le chronométrer, le mesurer. Ça, c'est ce qu'on appelle le temps, justement, le temps scientifique. De l'autre côté, Bergson propose de parler de la durée. Alors, qu'est-ce que c'est la durée par rapport au temps scientifique?
Eh bien, la durée, c'est ce qu'il appelle le temps de la conscience. C'est le temps intime. C'est le temps, en fait, du vécu. C'est-à-dire que dans la terminologie de Bergson, la durée, c'est ce qu'on va appeler le temps psychologique. C'est un temps subjectif, c'est un temps relatif. C'est un temps qui n'est pas une question mesurable. J'ai beau mettre n'importe quel chrono, ça ne veut rien dire. C'est un temps qui est de l'ordre de l'intimité. Alors, le meilleur exemple, c'est de vous dire, quand vous passez un trop beau moment, vous êtes en vacances, vous êtes avec des gens que vous aimez, on a l'impression que le temps passe à toute vitesse. On a l'impression que: «Ah là, mais on était à peine arrivés». Non, mais c'est passé si vite. Quand on est avec des gens qu'on aime, quand on regarde un film trop bien, quand, je sais pas, quand on est, dans son bain ou sous sa douche ou qu'on est dans quelque chose qui est agréable dans le corps, on a l'impression que ça passe très vite. À l'inverse, quand, on s'ennuie un peu dans une réunion, ou quand on est en train de faire des squats sautés, ou quand on est en train, je sais pas, quelque chose d'un peu pénible, on a l'impression que ça passe très lentement. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle la durée. C'est-à-dire qu'au fond, c'est la manière dont on éprouve le temps. Et le problème de notre accélération, de notre fameuse accélération avec laquelle, j'ai commencé j'ai essayé d'introduire, c'est que l'accélération, elle prend pas en compte la durée. Elle nous apprend pas, même pédagogiquement, à penser la durée, à intégrer ce temps. Et c'est pour ça que c'est important, nous, de reprendre une possession, je dirais, sur le temps, en essayant d'être sensible à ça. Ça ne veut pas dire ralentir, ça ne veut pas dire accélérer, ça veut juste dire de prendre conscience de notre rapport au temps. Là, au moment où je vous parle, est-ce que ça vous paraît interminable? Je n'espère pas. Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes pris dans un propos, dans vos réflexions, dans vos pensées et voilà, vous voyez plus les choses, vous voyez plus le temps passer. Donc être sensible, temps, durée, ça permet déjà de commencer à pas de loup à se réapproprier notre rapport au temps et donc à réécouter comment ça se passe dans notre corps, comment ça se passe, ce qu'on vit. Et c'est un exercice intéressant à faire même dans des moments, même par exemple, à faire le matin, à faire après une réunion, à vous dire: «Tiens, est-ce que j'ai l'impression que ma nuit vient de commencer alors que je suis déjà réveillée? Est-ce que» parce que 7 heures, ça veut rien dire, on peut se réveiller le matin et être claqué alors qu'on a dormi 7 heures et à l'inverse, être en pleine forme alors qu'on a aussi dormi 7 heures. Donc être vraiment sensible à ça. Donc cette distinction temps-durée et à plein d'autres moments de la vie, c'est tout à fait valable aussi. Donc temps scientifique, durée. Alors Bergson, juste termine avec ça avant de proposer un autre regard, mais c'est intéressant parce que Bergson, pour bien le retenir, il parle de quand il donne l'exemple de quand on fait fondre un sucre dans un verre d'eau. Et donc il dit, bah, on a beau faire, quand on regarde fixement un sucre fondre dans un verre d'eau, bon, c'est peut-être pas quelque chose qui vous arrive couramment, mais quand on regarde un sucre fondre dans un verre d'eau, ça paraît interminable parce qu'on attend qu'il fonde. Donc il donne cet exemple pour montrer que le temps de l'attente, il peut être extrêmement vécu avec l'impression que c'est tout à fait interminable. Je ne sais pas quel est votre sucre dans le verre d'eau. Toujours est-il que vous l'avez compris, c'est juste l'idée que la conscience, la durée de la conscience est différente du temps des horloges. Et que selon l'état d'esprit que l'on adopte, selon les circonstances, et bien évidemment, c'est important d'y être sensible et de voir que au fond, plus ça va vite, plus souvent on se sent complètement, on a un vécu où on se sent complètement à la ramasse parce qu'on ne pense que le temps scientifique et pas le temps intime. À l'inverse, c'est pas tellement parce qu'on est lent qu'on met du temps à faire certaines tâches, c'est parce que finalement le temps scientifique ne nous raconte pas grand-chose. Donc accélération, on a une société qui va hyper vite, donc c'est dur de ralentir. Première proposition de Bergson, faire la distinction entre le temps scientifique et la durée de la conscience. Mais il y a un autre philosophe, qui est vraiment un philosophe extrêmement précieux. Et si je devais dire, il y a un philosophe de l'écoute de soi,
C'est vraiment lui, il est incontournable et si c'est une question d'ailleurs qui vous intéresse, je vous recommande mais largement, de vous plonger dans ces textes qui, eux, sont plus accessibles qu'Harmony Prosa. C'est évidemment Michel de Montaigne. Alors parfois, il y a des philosophes qui font peur, hein. Montaigne, vous pouvez vraiment plonger dans ses essais. C'est très, très, très bizarre comme œuvre. Je fais une mini parenthèse, mais c'est extrêmement, étrange parce que les essais, ils débutent la rédaction des essais en 1572. En fait, les essais, c'est une œuvre dans laquelle il parle de tout. C'est vraiment une œuvre de l'intimité. C'est une sorte de long, de long journal, en fait. Pas de journal, parce qu'il ne s'adresse pas comme on s'adresse dans un journal, mais il va vraiment il va s'observer. Donc les essais, c'est vraiment de Montaigne, c'est vraiment l'œuvre de l'écoute de soi. Et vous allez voir qu'il nous donne plein de pistes qui sont passionnantes pour faire comme lui et donc pour apprendre à s'écouter. Il fait vraiment l'éloge, Montaigne, de l'écoute attentive, comme si on allait tout d'un coup, on allait passer à un autre rythme dans cette accélération, on allait se mettre à l'écart et juste prendre le temps de faire une espèce de scanner. Donc Montaigne, il nous propose vraiment de reprendre son souffle. Mais alors c'est assez drôle, parce que comme je vous le disais, Montaigne il rédige en 1572, et pourtant en 1572, il déclare lui aussi qu'on manque de temps, et qu'on est épuisé parce qu'on manque de temps. Donc vous voyez que j'ai dit que l'accélération était le symptôme de la modernité, mais peut-être qu'en fait c'est le symptôme tout court de la vie humaine, de manquer, d'avoir l'impression de manquer de temps. Donc Montaigne, il explique que pourquoi en fait on est épuisé, pourquoi on est éreinté, pourquoi on a ce sentiment d'être complètement à côté de la plaque, pourquoi notre corps nous envoie tellement de signaux d'épuisement, littéralement d'épuisement, c'est parce qu'on s'impose une cadence qui n'est pas la nôtre. On repousse nos limites, on sacrifie chaque jour un peu plus notre vie personnelle, on trahit notre nature profonde et on ne sait plus trop vers quoi on court. Et donc Montaigne, qui lui, vraiment, est un heureux bordelais, c'est souvent comme ça qu'on l'appelle, un l'heureux bordelais, va farouchement dénoncer tout ça. Et dans ses essais où, comme je vous le disais, il aborde plein, plein de problématiques, que ce soit les chevaux, que ce soit la médecine, que ce soit l'alimentation, que ce soit les livres, un de ses sujets favoris va être ce rapport au temps que nous avons. Et pour lui, il y a un principe simple, c'est qu'il est inutile de chercher à conquérir les honneurs, la gloire, l'immortalité, l'argent. Tout ça, pour lui, ce sont des objectifs totalement illusoires. Ce qu'on devrait, en fait, considérer et ce qu'on devrait poursuivre, c'est l'éloge du calme, de l'humilité, mais surtout de notre propre rythme. Je vais vous expliquer. Son premier constat, c'est qu'on est dans une agitation forcée, dans une agitation permanente. Et qu'en fait, pourquoi on est dans une agitation permanente? Parce que, au fond, on a un rapport au désir qui est un peu contrarié. On veut toujours un peu plus. On aimerait accumuler toujours un peu plus d'amis, de sorties, d'argent, de projets, d'activités, c'est-à-dire se remplir de plus en plus notre programme. Et donc, pour Montaigne, au fond, c'est ce manque permanent qui fait qu'on n'arrive pas du tout à être dans la considération du calme et dans l'importance du calme dans nos existences. Mais attention, Montaigne, à la différence de ce que je disais au début, ne vante pas du tout le ralentir. Il ne vante pas du tout l'oisiveté. Il ne vante pas du tout la contemplation. Il ne vante pas non plus le renoncement. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas du tout nous inviter à rester plus longtemps cachés dans notre lit. Pour lui, l'enjeu est totalement ailleurs. L'enjeu, il est d'apprendre. Et je vais vous dire sa phrase plutôt que la mienne, mais je vais vous l'expliquer ensuite. Il dit: «Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est de vivre à propos». Et cette expression, elle est magnifique, vivre à propos. Et c'est sur ça que Montaigne va bâtir tout son édifice, vivre à propos. Et j'espère que ce soir vous donner envie
d'en faire de même. Parce qu'au fond, l'écoute de soi, c'est exactement ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vivre à propos? Vous avez sans doute saisi un petit peu l'expression, mais je vais essayer de la décortiquer et d'aller plus loin. Eh bien, en écrivant ce vivre à propos, Montaigne s'inspire d'un autre philosophe de l'Antiquité qui s'appelle Épicure, que vous connaissez sans doute, qui, contrairement à ce qu'on a retenu dans l'histoire, est quand même est pas du tout quelqu'un qui s'adonne au plaisir et à la, à la comment dire et à la jouissance extrême, mais au contraire, Épicure va vanter une chose, va dire le bonheur, c'est quoi? C'est la paix du corps et la paix de l'esprit. C'est-à-dire, c'est quand on est physiquement, on n'a pas de douleur, on est bien, et c'est quand dans l'esprit, on arrive à un peu faire le tri pour bénéficier d'une plus grande tranquillité. Et donc pour Montaigne, comment on arrive à cette paix du corps et à cette paix de l'esprit? Eh bien, on y arrive en trouvant sa cadence. Et pour trouver sa cadence, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire ce qui était proposé dans cette conférence ce soir, dans cette intervention ce soir, c'est qu'il faut être capable de s'écouter. Il faut être capable de se rapprocher de soi. Il faut être capable de se sentir. Quel est votre rythme? Votre rythme, il ne peut pas être dicté par les autres. Il ne peut pas être dicté par il faut ralentir, il faut accélérer. Il ne peut pas être uniquement dicté par la société. Il ne peut même pas être dicté entièrement par vos enfants, votre mari, vos amis, les gens avec qui vous vivez. On va voir pourquoi c'est contraignant, mais pourquoi c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire que le premier palier, c'est déjà de s'en rendre compte. Après, on va concilier et voir comment on peut s'organiser dans la vraie vie. Mais la première chose, c'est essayer de saisir quel est son rythme. Et donc pas le rythme d'une méthode, pas un rythme extérieur, mais quel est le sien. Et donc pour saisir quel est son rythme, il faut vivre, dit Montaigne, non pas en dehors de soi, mais il faut réussir à revenir à l'intérieur de soi. C'est-à-dire d'essayer de percevoir, ok, vraiment faire une étude, une sorte de scanner, vous voyez, une sorte oui, de radio de sa propre personne. Là, comment je me sens? On le fait de plus en plus, on le propose de plus en plus dans des approches autour de l'alimentation, mais assez peu autour du rythme. De l'alimentation, on se dit par exemple, bah ok, comment tu te sens après avoir mangé telle ou telle chose? Parce qu'en fait, on a tous des métabolismes différents. Donc au lieu de dire, bon, on va arrêter le pain, on va arrêter le lactose ou telle chose, bah, c'est plus intéressant d'aller explorer, d'aller observer, tiens, comment je me sens après avoir mangé mon yaourt. Et bien finalement, la proposition de Montaigne, elle est identique, mais elle est identique sur le rythme. Si on prenait un carnet de rythme, un carnet de tempo, et qu'on notait dedans, tiens, en dormant tant d'heures, je me suis sentie comme ça. En faisant une sieste, en n'en faisant pas. Quelle est l'heure à laquelle on adore se lever? Je vous parlais tout à l'heure de mon exemple. Moi, depuis je sais pas, depuis au moins 30 ans, j'en ai 37, je me lève à 6h30, sans aucun effort, en ouvrant les yeux, sans réveil, sans contrainte extérieure. C'est mon rythme. Bon, alors il s'avère que c'est un rythme pratique parce que c'est un peu plus conciliable avec le reste de la vie, quoique il faut parfois le week-end patienter un peu avant de réveiller les gens avec qui on vit, mais c'est un rythme assez pratique parce que ça permet de concilier avec une vie professionnelle. C'est mieux que si mon rythme était 11h30, je vous l'accorde. Mais toujours est-il que vous avez compris la perspective, c'est de dire à quel moment j'ai envie de me lever, à quel moment est-ce que je suis du soir, est-ce que je suis du matin, est-ce que j'ai besoin d'une sieste, est-ce que j'en ai pas besoin. Et donc pour Montaigne, cette observation du rythme, c'est aussi un exercice en fait à faire. C'est apprendre à savoir quel est son tempo. Et donc Montaigne nous accompagne vraiment dans cette tâche, hein, et c'est ce qu'il va faire dans les essais. Il se prend comme exemple, donc il est son propre cobaye de sa méthode, qui vous voyez n'a rien à envier à des méthodes de développement personnel. Il explique qu'il apprend à composer avec ses mœurs. Donc, alors là, c'est très drôle, hein. Enfin, c'est toujours marrant parce que les philosophes, on a toujours l'impression qu'ils sont ultra désincarnés. Donc, quand on les remet en chair, ça paraît toujours un peu curieux. Il remarque, par exemple,
qui se plaît beaucoup à dormir longtemps, qu'il adore marcher, prompt et ferme après le repas. Il découvre que pour manger, il a besoin de plus d'une heure pour faire son déjeuner. Mmh. Il note ses habitudes. Il note tous les principes qui lui font du bien. Donc, étape d'observation, vivre à propos, trouver son rythme. Deuxième chose que nous dit Montaigne, c'est qu'une fois qu'on a trouvé son rythme, et on va voir les limites de sa réflexion après, hein, mais je poursuis. Une fois qu'on a trouvé son rythme, bah, c'est la constance. Parce que si on déconstruit en permanence, c'est là où ça devient compliqué. C'est là où ça devient en fait contrarié pour notre corps. C'est-à-dire qu'au fond, l'ambition est de découvrir à quel rythme on pourrait vivre des mois et des mois entiers. C'est pas juste ah la semaine dernière parce que j'ai besoin de récupérer, parce que j'ai beaucoup bossé et que du coup c'est une semaine de récupération. Non, c'est vraiment essayer d'observer ce qui doit devenir une constance de vie, quelque chose de stable. L'ambition est de découvrir vraiment le rythme à laquelle on est à son aise et de le maintenir. Et de le maintenir justement dans la durée sans céder aux sirènes de ah mais non mais il faudrait faire telle ou telle chose et puis il paraît que c'est mieux telle ou telle chose. Donc, évidemment, quand on lit ça, quand on a dit ça, on se dit: «Bah, elle est bien gentille Montaigne, mais Montaigne, il est bordelais, dans son château. Globalement, il est philosophe, donc son seul boulot, c'est quand même d'écrire ses essais en s'observant». Donc c'est sûr que Montaigne n'a pas d'enfant à gérer, n'a pas de boulot, ne prend pas le RER et il n'a pas beaucoup de contraintes, qui viennent, entraver notre rapport au tempo. Évidemment. Mais il y a quand même quelque chose de juste. C'est qu'au fond, une fois qu'on s'est rendu compte de notre rythme, de quel était notre rythme, c'est quelle part on accepte de mettre dans notre vie. Et bien entendu que nous avons tous des contraintes, certains encore plus que d'autres, mais bien entendu on a aussi une toute petite marge de manœuvre qui nous permet de dégager certains espaces. On le voit, et alors là, c'est pas Montaigne, mais c'est vraiment toutes les neurosciences qui l'expliquent et qui l'observent d'ailleurs. On esquinte, on use notre cerveau souvent pour des tâches qui ne sont pas nos tâches les plus nécessaires. Est-ce que vraiment, et c'est pas du tout un jugement moral, parce que je déteste être moralisatrice et je déteste les injonctions, mais est-ce que vraiment on gère notre journée en respectant dans les possibilités, dans les espaces où on peut le faire, en respectant notre rythme? Par exemple, combien de fois on accepte ou combien de fois on traîne sur notre téléphone alors qu'on aurait pu se coucher une demi-heure plus tôt. Combien de fois on accepte d'aller dîner à tel ou tel endroit alors qu'au fond on n'avait qu'une envie et parce qu'on était vraiment claqué et qu'on a besoin d'avoir au moins 4 soirs par semaine où on est chez nous. Combien de fois où on va en fait aller au-delà de nous-mêmes. Pas tellement parce qu'on nous le demande, mais parce qu'en fait on n'a pas réussi à exprimer nos besoins. Combien de fois on n'a pas réussi à verbaliser qu'on avait besoin de temps, qu'on avait besoin d'un espace, qu'on avait besoin en fait de se coucher tôt, de se réveiller plus tard, d'être aidé dans telle ou telle tâche. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tout est possible. Bien sûr que non, quand on doit s'occuper, quand on est aidant, quand on doit s'occuper d'enfants, quand on doit s'occuper de parents, quand on a une énorme pression au boulot, bien sûr que c'est pas facile. Et je suis pas du tout utopiste et comme je vous le disais, pas du tout moralisatrice. Mais il y a quand même des espaces, et nous en avons quasiment tous dans notre journée, et nous avons pour beaucoup ce privilège, des espaces qu'on peut aménager autrement. Et plus on prête attention à notre rythme, plus on prête attention à notre tempo, plus on arrive à intégrer en fait ce qu'on va faire de ces espaces. Et donc au lieu de vivre de manière éparpillée, au lieu de vivre en voulant faire 50 milliards de trucs, pourquoi faire? En voulant se rajouter des tâches, rajouter des injonctions, se rajouter même des injonctions positives, hein. Moi, j'ai une amie qui me disait l'autre jour, «Bah oui, moi, en fait, maintenant, je prends un petit déj salé parce que c'est beaucoup mieux le petit déj salé, mais je me suis mis comme mission de préparer vraiment un gros petit déj salé.
Donc je dois me lever beaucoup plus tôt parce que du coup, il faut que je mette mes œufs, mon machin, mon ceci, mon cela. Donc là, c'est totalement anecdotique. Mais finalement, il y avait un rapport contrarié entre elle s'était mis comme mission de faire son petit déj salé et du coup, ça ajoutait quelque chose dans son emploi du temps où elle, à la différence de moi, c'est que c'est une grosse dormeuse et donc ça lui supprimait 30-40 minutes de sommeil pour faire toute son histoire. Donc c'est toujours comment on pèse dans la balance qui va être pertinent ou pas pour nous. Et donc finalement, quand on arrive à réfléchir, à conscientiser, à mettre vraiment littéralement de la conscience dans ce regard-là, dans notre rapport au rythme, peut-être que vous n'allez pas du tout ralentir. Peut-être qu'en fait l'accélération, elle est galvanisante chez vous. Moi, je fais partie de ces gens pour qui c'est galvanisant d'avoir plein de tâches. Mais à l'inverse, je me réveille à 6h30, mais il faut que je sois couchée tôt. Donc c'est vraiment comment et crois-moi et croyez-moi, j'y arrive pas toujours. Mais comment on arrive à arbitrer entre tout ça? Et donc au fond, la promesse de Montaigne, c'est un l'observation, 2 la constance, 3 qu'est-ce qu'il y a derrière à la clé? Et bien pour Montaigne, ce qu'il y a à la clé, c'est que du coup, quand on arrive à faire ça, même si c'est sur de courts temps, même si c'est que peut-être que 2 heures par semaine où on arrive à dégager cet espace où on est à notre propre rythme, eh bien, c'est d'être pleinement là quand on fait les choses. Et d'être pleinement là, ça veut dire qu'il dit que vivre à propos, au fond, c'est réussir à se concentrer sur une tâche. C'est réussir à respecter ce que nous sommes, non seulement dans notre tête, mais aussi dans notre corps. C'est réussir à être en présence avec ce qu'on fait. Quand je danse, je danse. C'est un extrait, c'est de Montaigne, hein, c'est pas de moi. Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Voir quand je me promène solitairement en un beau verger, si mes pensées ne sont entretenues des occurrences étrangères quelque partie du temps, quelque autre partie, je les ramène à la promenade au verger, à la douceur de cette solitude et à moi. Donc vous comprenez que l'enjeu de Montaigne, c'est être là, vraiment là, quand on fait les choses. Que ce soit en bossant, que ce soit en étant avec sa famille, que ce soit en faisant du sport, que ce soit en mangeant, c'est l'éloge du temps présent. Donc on n'a pas, vous voyez qu'on n'a pas attendu la modernité pour faire l'éloge du temps présent, mais plus que du temps présent, c'est de la présence. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que chez Montaigne, c'est un appel à l'écoute, à l'introspection profonde. Et c'est peut-être une des choses les plus difficiles à faire aujourd'hui, c'est qu'on est parasité par tellement de propos, tellement de propositions, tellement de méthodes, tellement de contenus, que c'est difficile d'être dans cette écoute profonde, de construire la sagesse où l'individu va s'ancrer. Et donc, ce qui est intéressant dans l'approche de Montaigne, c'est ce quelque chose qu'on retrouve totalement différemment. Je ne sais pas si certaines connaissent la théorie des frites. Alors là, c'est extrêmement trivial. Après Montaigne, je vous parle de la théorie des frites, alors que peut-être que vous avez faim. La théorie des frites, c'est une des théories de parentalité que j'aime le plus, que je trouve extrêmement salvatrice. Je vais vous la présenter avant de conclure et peut-être d'accueillir vos questions si vous êtes toujours dans les parages. La théorie des frites, vous allez voir qu'elle fait un lien parfait avec Montaigne. C'est-à-dire que c'est une théorie élaborée dans le domaine des recherches en parentalité à partir des années 80. C'est l'idée de dire que tous les enfants dans la vie aiment les frites chaudes. Les frites chaudes, croustillantes, un peu salées. Le problème, c'est que dans la vie, on n'a pas toujours des frites chaudes, croustillantes et un peu salées. Parfois, quand il n'y en a pas, on préférera toujours avoir un peu des frites molles. Et même si c'est un peu décevant, ce sera mieux que rien. Eh bien, les frites représentent en fait l'attention qu'on reçoit. Donc l'attention que les enfants reçoivent de leurs parents. Et donc, ce qui est intéressant dans cette approche, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas devenue dingue en parlant de frites. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette approche, c'est de constater que les enfants, quand on n'a pas trop d'attention à leur donner, parce qu'on est en speed, parce qu'on est en train de préparer le repas, parce qu'en fait, on est en train de terminer un dossier, eh bien, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont vouloir? Ils vont quand même vouloir des frites. Donc, ils vont être là, maman, maman, papa, 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 maman, papa, aller chercher, en fait, après cette attention. Parce qu'ils vont vouloir cette attention. Donc, la proposition dans cette théorie des frites, c'est de dire, mieux vaut donner 20 minutes
de frites chaudes et croustillantes à l'enfant, plutôt que d'étirer et de se faire happer. Mieux vaut être là 20 minutes que pas trop là 4 heures. Et finalement, c'est exactement le même rapport que Montaigne. C'est-à-dire que si on a donné 20 minutes de frites chaudes à un enfant, bah après, il peut retourner jouer de son côté, il peut retourner faire sa vie. Tant qu'il n'aura pas eu cette attention, évidemment, il va se solliciter. Mais s'il l'a eu, aussi court soit ce temps, et bien finalement, il pourra vaquer à ses propres occupations. Donc, pourquoi je vous parle de cette théorie, au-delà du fait de vous faire sourire? C'est aussi, la théorie, elle est valable pour les enfants, mais elle est valable pour tout ce qu'on fait. Mieux vaut bosser efficacement, vraiment efficacement pendant 1 heure, que finalement papillonner et faire de l'Instagram pendant qu'on travaille. Mieux vaut se consacrer pleinement à l'individu qui nous fait face, plutôt qu'être un peu là et faire tout un déjeuner avec une copine qu'on n'a pas vue depuis longtemps en gérant ses mails. Donc, c'est vraiment comment on arbitre. Et pourquoi c'est important pour moi de vous dire ça? Parce que du coup, on n'est pas du tout dans quelque chose d'égoïste. C'est pas du tout, il faut comprendre que cette écoute de soi, elle n'est pas une séparation avec les autres. C'est pas mettre les autres à l'écart. C'est pas être dans le déni que nous appartenons à un monde. C'est au contraire résister à l'accélération en s'écoutant pour mieux dialoguer avec le monde. Et voilà où je voulais en venir. C'est que la seule manière de résister à cette société de l'accélération, la seule manière de peut-être transformer nos habitudes de vie, et non seulement les transformer profondément, mais nos habitudes de vie, nos habitudes de travail, nos habitudes de communication, c'est chacun d'entre nous faire ce chemin-là. Et plus on s'écoutera, plus on sera dans le respect de nos besoins, plus on fera en sorte justement de plonger au cœur de nous-mêmes, de plonger au cœur de notre pensée, et bien plus on aura de la disponibilité pour les autres. Que ces autres soient des proches, des collaborateurs, et j'irais même jusqu'à dire du monde entier, c'est-à-dire du monde autour de nous. Le second ouvrage d'Armand Rosa s'appelle Résonance. C'est un concept que j'ai pas le temps de développer en 3 minutes, mais je vous engage à aller regarder. La résonance, c'est la manière dont on entre en dialogue avec le monde. C'est-à-dire parfois en se baladant au bord de la mer, quand on est pris un peu de frisson face à l'océan, c'est quand on écoute une musique qui nous bouleverse et qui nous donne le vertige tellement elle nous émeut. C'est quand on regarde droit dans les yeux quelqu'un qu'on aime. Et bien pour Rosa, ce sont des instants de résonance. Ces instants de résonance, on ne peut pas les contrôler, on ne peut pas les forcer, mais ils surgissent quand on a du temps. Et je crois qu'on peut rien souhaiter de plus beau que d'avoir cette possibilité-là, de laisser résonner. Non seulement de résonner dans notre corps, de ne pas se sentir asséché, de ne pas se sentir asphyxié, de ne pas se sentir à bout de souffle, de ne pas se sentir où on s'est tellement oublié qu'on ne sait plus qui on est, ni physiquement, ni dans notre tête. C'est aussi de raisonner avec les autres. C'est aussi d'être capable, à un instant T, de se dire: «Waouh, c'est tellement génial d'être avec mon mec, mes enfants, mes amis, et de passer un moment, même là, virtuel, ensemble, d'être en résonance avec la nature quand on fait une balade». Donc l'écoute de soi, c'est vraiment pas juste un énième concept individualiste et nombriliste. C'est au contraire, je crois, le point de départ d'un ralliement, le point de départ d'un dialogue avec, non seulement avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Donc vraiment, prêtez attention à cette écoute de soi, plus que jamais. Faites attention à vous, à votre durée, à ce qui compte pour vous, à l'expression de vos besoins, à l'expression de ce qui va vous, vous porter un peu plus loin et vous permettre de raisonner avec les autres. Voilà, j'espère que ces 55 minutes ensemble vous ont peut-être permis de juste tisser un fil, de développer une hypothèse. Et peut-être que dans les minutes à venir, dans les heures à venir, dans les jours à venir, vous aurez un peu plus la possibilité d'être à l'écoute de votre rythme, de votre tempo. Et ça vous permettra de recréer justement des moments d'échange, de dialogue et de résonance avec le monde. En tout cas, moi, j'ai été ravie de participer à vos côtés dans ce cycle Love and Green. Et je crois que c'est bien de cela d'ailleurs dont il s'agit. C'est aussi d'amour et de nature
dans tous les sens du terme, dans toute l'ampleur de ces termes, que de pouvoir réussir à s'écouter. Merci infiniment pour votre écoute, pour votre participation et j'espère que vous avez passé un joli moment. Je vous souhaite une très très bonne soirée, très douce et à très bientôt pour peut-être d'autres échanges. Merci beaucoup.